Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'être présent ici à l'INALCO où j'étais lecteur d'indonésien il y a 30 ans. Le titre de mon exposé est Jokowi et la solution des problèmes des droits de l'homme dans le passé. Le président Jokowi a encore devant lui une année de présidence. Ce temps lui permettra-t-il de tenir sa promesse de campagne des élections présidentielles de 2014, prendre en compte et régler la question des droits de l'homme dans le passé? Il a récemment reçu des participants au programme du jeudi, groupe Kamisan, manifestation silencieuse rituelle organisée tous les jeudis soirs devant le palais présidentiel. Simultanément, a circulé l'information qu'il allait être mise en place à la fin du Ramadan, une téléconférence entre le président Jokowi et des gens exilés en Europe. Ce projet sera-t-il également réalisé? Point d'interrogation. Le procureur général n'a toujours pas procédé à une prise en compte progressive du rapport de la Commission des droits de l'homme de 2012 concernant le grave violation des droits de l'homme de 65. Entre-temps, au début de 2018, on paru 3 ouvrages de chercheurs traitant du génocide de 65, le livre de Jeffrey Robinson, de Jess Melvin et le recueil de Catherine McGregor et al. Jess Melvin demande que le massacre de masse des années 65-66 ait pu avoir lieu spontanément. Au contraire, c'est de l'armée qui est venue lors de écrits penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya. Elle a utilisé une source authentique, le rapport complet de l'année 65 publié par le commandant de la région militaire d'Aceh. Ce document est actuellement à KITLV de Leiden grâce au tsunami. Robinson met l'accent sur la responsabilité des armées dans le massacre de masse. Même dans le contexte du conflit oriental à l'intérieur et de la guerre froide au niveau international, cette tragédie n'aurait pas avoir lieu sans complicité de l'armée. À mon point de vue, il faudrait mieux que le gouvernement indonésien ne précipite pas dans une réfutation politique des résultats scientifiques. Qu'il prenne soin plutôt de l'avis de la Société des historiens indonésiens ou quand même feront les recherches nécessaires dans leurs domaines respectifs. Président Joko Widodo, qui n'appartient pas au monde du passé et n'a pas de problème vis-à-vis de ce passé. Durant l'ordre nouveau, il n'a pas été haut fonctionnaire et ni responsable du parti. Il n'a jamais été impliqué dans violation. Le président Susilo Bambang Yudhoyono, par exemple, lui, le Zhang de Sarwo Edi, commandant des forces spéciales de 65, qui dirigea les opérations d'extermination des communistes. Bien sûr qu'il y a des problèmes pour SBY pour régler la question de 1065. Pour Jokowi, il sera sur le papier plus facile de traiter la question des droits de l'homme dans le passé. Dans la campagne présidentielle de 2014, Jokowi annonça un nawacita, une agenda en 9 points dont l'un était de régler des problèmes du passé. Cela a été renforcé par le plan de développement d'État intermédiaire du gouvernement Jokowi Yusuf Kala. Le règlement de ce problème du passé est une chose normale pour une nation en transition d'un régime autoritaire vers la démocratie. La violation grave des droits de l'homme commises dans le passé sont jugées par un tribunal pénal ad hoc et devant une commission de vérité et de réconciliation. En Indonésie, un tribunal des droits de l'homme ad hoc a déjà été créé par le cas de Timor oriental. Et la loi a institué une commission de vérité et de réconciliation.
Cependant, cette commission n'a pas encore été mise en place et la loi a été bouleversée par la Cour constitutionnelle. Le règlement du cas de 65. La réconciliation entre les victimes de crimes de 1965 et la mouvement du Nahdlatul Ulama a été commencée à la base par un groupe de jeunes. Des enfants de personnages autrefois ennemis comme Amalia Yani, Ilham Aidit, Sarjono Kartosuwiryo ont formé Forum Silaturahmi Anak Bangsa et se sont accordés pour mettre fin au conflit et ne pas hériter du conflit. En même temps, à Java Est oriental, Dahlan Iskan a joué, afin de devenir ministre, le rôle de médiateur entre l'école coranique de sa famille à Magetan et Sumarsono. Sumarsono, un jeune héros de bataille de Surabaya en novembre 1945, puis impliqué dans les événements de Madioun, a été, après coup d'État d'octobre 65, arrêté et détenu pour plusieurs années. Une fois libéré, il a demandé asile en Australie et vit aujourd'hui à Sydney. Il serait bon que cette réconciliation se fasse naturellement, sans intervention du gouvernement. La volonté du gouvernement de Jokowi d'examiner le cas des 65 s'est manifestée pour la première fois dans un séminaire financé par le budget du gouvernement en 2016 à l'hôtel Aryaduta. D'après Agus Wijoyo, le gouverneur d'agent de sécurité nationale, il serait bon que le président prenne des décisions avec sérénité sans qu'il y ait des positions d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi il faudrait, à mon point de vue, traiter d'abord des problèmes simples qui sont la responsabilité de l'État. Tout d'abord, les retraites de nationalité indonésienne aux étudiants indonésiens qui étaient en mission d'études à l'étranger et d'autres groupes en 65-66. Cette mesure a fait que non seulement ils ont perdu la nationalité indonésienne, mais aussi qu'il leur a été interdit pendant des dizaines d'années toute rencontre avec leurs familles restées dans leur patrie. Une partie des exilés ont pris une nationalité étrangère là où ils résident aujourd'hui. Solution du problème. Le président a reconnu officiellement ces mesures de retrait de nationalité allaient réellement en lieu dans le passé, l'a regretté et a espéré que cela ne se renouvelle pas. Second point, le cas de l'île de Buru. Plus de 11 000 personnes ont été déportées à Buru sans passer devant un tribunal durant 10 ans, 79. Dans ce cas, le lieu est clairement défini, le mouvement est clairement défini, les victimes et les coupables sont bien connus. Les ordres venaient de Kumkamtip, commandant pour la restauration de sécurité et de l'ordre public, pour le peuplement de l'île de Buru et le procureur général, le Kumkamtip, étant placé directement sous les ordres du président. Les détenus de Buru, au travail forcé de l'aube au coucher du soleil et même de nuit, de frisser cette terre pour les cultiver et de satisfaire sans aucun salaire tous les besoins du commandant de camp. S'il était pris à faire une pause avant d'ordre de chef, il était frappé. Le président peut publier un décret présidentiel instaurant leur réhabilitation après consultation de la Cour suprême. L'ancien président de la Cour suprême avait écrit au président à propos de ces problèmes. En effet, les années 70, le nombre de détenus a dépassé 11 000 personnes. Près d'un siècle après, ils sont environ 80 ans et l'on ignore combien d'entre eux sont encore en vie. La question des droits de l'homme ne pourrait être traitée durant le temps d'un seul président du Jokowi. Il conviendrait de poursuivre pendant une seconde. Pour cela, il serait particulièrement souhaitable de pouvoir prouver que le futur candidat de vice-président est une personnalité soucieuse du règlement des problèmes des droits
de l'homme. En ce qui concerne les silences et la mémorisation, je propose d'enregistrer des documents de International People Tribunal 65 à La Haye, enregistrés dans le programme de Memory of the World dans l'INALCO. UNESCO, pardon, pas INALCO, UNESCO. UNESCO a mis en place en 1972 le programme Mémoire du Monde, Memory of the World. L'impulsion originale est venue d'une prise de conscience croissante de l'aspect précaire de l'accès et de la préservation de l'héritage dans plusieurs parties du monde. Les guerres et les bouleversements, autant que le sévèrement des ressources, ont encore aggravé des problèmes existants depuis des siècles. La proportion d'inscriptions peuvent être faites par des gouvernements, des organisations ou à titre individuel. Il y a quelques années, Hélène Jarvis, l'une des juges du tribunal populaire international de La Haye, IPT 65, a été membre du comité consultatif international pour le programme Mémoire du Monde. L'Indonésie a plusieurs proportions d'inscription. Par exemple, 2003, conjointement avec les Pays-Bas, le relatif des VOC. En 2011, la Galigo, 2013, la Chronique de Diponegoro et Negara Kartagama, ainsi les archives de la conférence d'Asie-Afrique 2015. Lors de plusieurs rencontres à Jakarta, j'ai proposé l'inscription du discours du président Sukarno. Cette idée a été acceptée par les archives nationales indonésiennes qui préparent actuellement la proposition à l'UNESCO. Auparavant a été reçu plusieurs documents relatifs à des chefs d'État. Jinnah, Pakistan, Quezon, Philippines, Churchill Papers et Mujibur Rahman de Bangladesh. Cependant, la mémoire du monde ne peut être dissociée de la politique. En 2014-2015, le gouvernement chinois a proposé au programme de l'UNESCO le massacre de Nanking, sans que le Japon puisse refuser ou faire objection pendant la procédure administrative. La même année, la Chine a proposé la question des femmes de confort, Yugun Yanfu, en attendant de synchronisation avec l'équivalent venant d'une fondation américaine. La Corée, plus modérée, a proposé le programme en direct de la radio KBS, Retrouver des familles dispersées, à propos des retrouvailles des familles du Nord et du Sud séparées par la guerre. Si une institution ou une personne à l'étranger propose des documents historiques oraux sur les graves violations des droits de l'homme en Indonésie, par exemple des documents de International People Tribunal 65 tenu à La Haye, au programme Mémoire du Monde de l'UNESCO, le gouvernement indonésien ne pourra évidemment pas s'y opposer si les documents remplissent des conditions. Merci de votre patience.